Bien, on va commencer. Dans les phénomènes d'hybridation auxquels ce séminaire est consacré, et en particulier d'hybridation contemporaine, c'est-à-dire la transformation de sociétés, disons, non modernes par les échanges marchands, l'argent joue un rôle absolument fondamental. Pendant longtemps, les systèmes prémodernes ou non modernes s'étaient arrangés pour cantonner la circulation des biens dans des circuits différents. L'exemple classique des TIV du Nigeria, dans lequel les biens ne pouvaient pas changer de catégorie. Autrement dit, il y avait d'un côté du bétail, de l'autre des objets précieux, dans une troisième catégorie les femmes. Et ces objets circulaient à l'intérieur de circuits complètement étanches. Et puis est arrivé l'argent, et les TIF se sont rendus compte que c'était quelque chose d'assez dangereux, puisque l'argent permettait une péréquation de toutes les marchandises, de tous les biens, de tous les objets précieux en circulation. Et ils ont créé une quatrième catégorie, une cinquième catégorie, Ismaël doit savoir ça mieux que moi, et de façon à cantonner l'argent pour éviter qu'elle joue son rôle d'équivalent général. Et puis ça n'a pas marché, enfin ça a duré quelque temps, mais évidemment l'argent circulant à l'intérieur d'un circuit clos ça ne pouvait pas durer très longtemps. Et donc cette opération de confinement a duré un temps, et puis finalement l'argent est devenu, chez les TIV, un équivalent général de valeur. Et c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui qu'Ismaël Moya puisse venir nous parler de la question de l'argent dans un contexte très particulier, qui est celui des prestations cérémonielles, du rôle que jouent les prestations cérémonielles dans la mobilisation de capital, et pas au fin fond de la brousse, mais dans la banlieue de Dakar. Ismaël Moya est un africaniste et un économiste de formation, un économiste hétérodoxe, puisqu'il s'est rendu compte progressivement que les connaissances qu'il avait acquises en économie n'étaient pas suffisantes ou adéquates complètement à l'objet qu'il s'était donné, qui était précisément ces formes de circulation cérémonielle de l'argent, en particulier mobilisées par les femmes. Et donc, progressivement, il en est venu à la conclusion qu'il devait orienter son travail de plus en plus vers l'anthropologie, se saisir des instruments, des concepts de l'anthropologie pour aborder son objet. Et c'est comme ça qu'il est devenu anthropologue, tout en gardant disons, une consistance économique qu'il a conservée de sa formation initiale. Il a publié un livre qui s'appelle « De l'argent, valeur, femmes, économie et société à Dakar », qui est tiré de sa thèse de doctorat et qui est en fait une synthèse, au fond, de ses travaux sur cette question. Et je pense que c'est en grande partie aussi de ça dont il va nous parler aujourd'hui. Donc voilà, je lui cède la parole en le remerciant d'avoir accepté de venir nous parler de la circulation de l'argent à Dakar. Bien, merci. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et pour quelqu'un qui travaille en ville, c'était un peu surprenant d'être invité à parler dans une chaire d'anthropologie de la nature. Et ensuite, j'ai compris le sujet du cours et c'était un peu plus simple. Et moi, je travaille à Dakar, dans un quartier de la banlieue de Dakar, dont d'ailleurs je bénéficie depuis plusieurs décennies maintenant de l'accueil et de la générosité des habitants qui, à chaque fois, quasiment chaque année, acceptent de répondre à mes questions, etc. Et Dakar est une métropole, c'est la capitale du Sénégal. Alors, le Sénégal, c'est le pays le plus à l'ouest de l'Afrique. Et Dakar est la ville la plus à l'ouest du Sénégal. C'est la capitale du Sénégal. Le Sénégal est un État indépendant.
plus ou moins démocratique, brassant émigrants et immigrants, au cœur d'une société musulmane depuis plusieurs siècles et en contact depuis près d'un demi-millénaire avec l'Occident, et située dans une région branchée sur le commerce transsaharien depuis toujours ou presque. Alors, un contexte de ce type peut sembler être un lieu privilégié d'observation de la modernité, du changement, et donc peut-être d'une forme d'hybridation. Mais finalement, on pourrait se demander que si, au début du XXIe siècle, les métropoles sont les endroits où la mondialisation a les effets les plus spectaculaires, dans la mesure où le phénomène est justement global, et l'ensemble des lieux du monde sont confrontés à ce phénomène. Et de plus, dans une métropole comme Dakar, la question n'est pas vraiment réglée de savoir quels seraient les éléments qui s'hybrident, dans la mesure où il faudrait pouvoir répondre à la question de savoir quel élément présent auparavant est entré en contact avec quel autre plus récent. Et la question, pour intéressante qu'elle soit pour un historien, cesse de l'être pour un anthropologue à partir d'un certain temps. Par exemple, l'islam est une religion qui n'est pas arrivée récemment au Sénégal, mais voilà plusieurs siècles. Et donc nous avons affaire à une région du monde islamisée, et avec donc une configuration religieuse qui est très différente de celles qui se sont christianisées récemment ou qui ont été marquées par des conversions massives à l'évangélisme. Une seconde question se pose immédiatement, qui est qu'une métropole comme Dakar peut paraître un peu exotique au premier abord, mais reste malgré tout une métropole. Je vais remettre quand même. Voilà, reste malgré tout une métropole. Donc une grande ville. Et l'anthropologie s'est intéressée depuis au moins 3/4 de siècle. Depuis l'école de Chicago, qui date des années 20, l'anthropologie s'est intéressée depuis plus de 3/4 de siècle au monde urbain, mais il est notable que dans leur immense part, ces travaux restent dans une grande majorité habités par le souci de trouver ce qui est commun au mode de vie urbain, la densité humaine, l'anonymat, l'impersonnalité ou le cosmopolitisme, qui caractériserait la condition citadine. Et ce faisant, l'anthropologie urbaine s'est constituée d'une certaine manière en discipline à part, avec l'idée qu'il y aurait une condition citadine commune qui se traduirait par de multiples variations, mais ce qui ferait la base, c'est la condition citadine commune. Cette question est parfaitement légitime, c'est-à-dire interroger les modes d'être en ville. Cette question est parfaitement légitime, mais elle a pour connaissance de rendre compte d'un ensemble de phénomènes en partant de leurs points communs pour ensuite mettre à jour des différences. Or, il me semble, et c'est un peu l'objectif de mon travail, que la ville est aussi un lieu où on peut faire de l'anthropologie, entre guillemets, traditionnellement, c'est-à-dire en partant des différences, et de considérer un ensemble de faits sociaux à partir de leurs différences, indépendamment du fait qu'ils soient ou non urbains. Et donc je propose d'adopter une approche sur la ville qui est une approche d'anthropologie traditionnelle, en me demandant en quoi un contexte urbain comme Dakar présente des formes sociales qui sont surprenantes et qui peuvent donner lieu à une analyse anthropologique. Malgré tout, on ne peut pas négliger le contexte, et la ville et le changement en général sont aussi, pour moi, des révélateurs qui accentuent ou mettent en évidence des éléments apparemment moins visibles, latents, implicites, ou simplement négligés par l'analyse, mais qui s'avèrent fondamentaux à la longue, et permet aussi de montrer à l'observateur que l'anthropologue est que d'autres institutions considérées comme cruciales par l'analyse peuvent disparaître ou perdre très rapidement de leur importance. Alors en disant ça, donc je ne défends pas l'idée que la ville ne serait qu'une transformation superficielle. Je ne défends pas une approche continuiste qui considérerait les transformations superficielles, mais je voudrais plutôt insister sur le fait que si certaines institutions peuvent disparaître très rapidement sous l'effet du changement, d'une conversion massive ou du déplacement en ville, c'est qu'en un sens, elles étaient, si je peux me permettre de paraphraser Claude Lévi-Strauss de manière provocatrice, elles étaient bonnes à jeter. Ainsi, les lignages, largement décrits dans la littérature sur les sociétés d'Afrique de l'Ouest comme les unités fondamentales de la parenté et de l'organisation sociale, ne sont pas observables en tant que groupe à Dakar. Mais la parenté n'y reste pas moins importante, notamment parce que les échanges cérémoniels féminins dont je vais parler tout à l'heure honorent des relations de parenté et mobilisent pour cela des sommes considérables d'argent qui représentent, d'après les derniers travaux d'économistes, jusqu'à 50% des transferts intrafamiliaux. En tout cas pour les ménages les plus pauvres. Or, ces pratiques cérémonielles ne sont pas directement liées au contexte urbain. Elles étaient présentes auparavant, on les observe en milieu rural, mais elles sont simplement devenues plus visibles en raison notamment des montants dépensés. Et le changement nous permet ainsi de penser autrement certaines institutions sociales, en mettant en avant certains aspects auparavant éclipsés par d'autres, considérés alors comme fondamentaux, mais qui pourtant disparaissent rapidement sous l'effet du changement. Et donc la ville peut être considérée non comme un objet en soi ou comme un simple contexte, mais comme une situation analytique, au sens où, par exemple, Georges Balandier parlait de la situation coloniale comme d'une situation analytique. Et de fait, les situations urbaines
et Dakar en particulier, représentent un contexte relativement provoquant pour un anthropologue. Puisque si les anthropologues sont assez familiarisés avec la vie en ville, puisque la plupart du temps, ils y enseignent, ils y travaillent, et pour beaucoup d'entre eux, ils y vivent, une grande partie de l'anthropologie s'est constituée justement en s'éloignant de la vie urbaine pour comprendre des formes sociales différentes. Mais pourtant, une forme de vie urbaine, en soi, est une forme de vie sociale extrêmement atomisée, où il n'existe ni relation structurante à la localité, ni unité sociale observable, comme des groupes, et donc où tout un ensemble de questions se posent quant à quelle forme de vie sociale avons-nous affaire. Et pour y répondre, je ne crois pas que nous soyons condamnés à étudier la structure politico-administrative, les jeux de la politique locale, les singularités de la vie urbaine ou le cosmopolitisme. Il y a au contraire, dans le bouleversement que constitue la situation urbaine, un champ d'expérimentation nouveau pour l'anthropologie, et il faut pour cela partir des différences observées et tourner le dos à la fois la nostalgie structurelle, c'est-à-dire l'idée d'une forme sociale mieux organisée que l'on trouverait en milieu rural ou dans le passé, et à l'exceptionnalisme urbain, dont traiter les villes comme des contextes ethnographiques comme les autres. Et donc, il faut partir pour cela, comme tout anthropologue, des différences que nous apporte l'ethnographie. Et je débuterai donc ma présentation de Dakar par un simple contraste sur l'objet peut-être le plus banal, qui est celui de l'argent. Et finalement, je ne suis pas le seul dans ce cas, de nombreux observateurs des sociétés africaines contemporaines ont été choqués par le fait que la pénétration de l'argent dans la vie sociale semble bien plus importante, la vie sociale semble bien plus monétarisée que dans nos propres sociétés. Et donc à Dakar, s'il y a un choc ethnographique que l'on peut ressentir, il est celui de la monétarisation généralisée des relations sociales. L'argent intervient en permanence dans tous les domaines, qu'il s'agisse du commerce, de la politique, le clientélisme est encore une pratique très généralisée, la corruption aussi. Les relations religieuses entre marabouts et disciples passent aussi par l'argent, puisque la principale forme de relation pour le disciple consiste à apporter chaque année une offrande au marabout. Bien sûr, les relations de parenté, et j'inclus dedans les relations conjugales, et même au sein des relations conjugales, comme j'ai pu m'en apercevoir dans un dernier terrain, les relations sexuelles entre époux n'échappent pas aux échanges monétaires. Ça, c'est dans un article dans la revue Terrain, pour ceux que ça intéresse. Et donc cette monétarisation généralisée des relations sociales, qui oblige chacun à une quête permanente de moyens, la pénétration de l'argent au cœur de la parenté et de ses rituels, au cœur de l'intimité, les marchandages permanents, ou encore l'impossibilité de nouer des relations sans qu'il soit question d'argent, laisse souvent à penser que la société à laquelle on a affaire, notamment Dakar, est entièrement dominée par le marché. Alors, d'intenses discussions sur la modernité et la transformation sociale ont eu lieu à ce sujet entre les anthropologues, et je crois que c'est une des grandes victoires de l'anthropologie que d'avoir montré, contre Aristote, Shakespeare, Goethe, Marx, etc., que cette impression est surtout imputable à une conception erronée qui assimile monétarisation à marchandisation, voire à modernité. Je vous renvoie pour ça aux travaux, par exemple, de Maurice Bloch et Jonathan Perry, ou aux travaux de Peter Geschirr ou de Marshall Salins. Cela ne signifie pas que la présence de l'argent au cœur même de la vie sociale soit sans conséquence, mais que l'argent médiatise à la fois les relations marchandes et toutes les autres relations sociales. Ou pour le dire autrement, de manière positive, l'argent et les relations sont les deux faces d'une même médaille. Et donc cette monétarisation généralisée, qui se traduit par la multiplication des relations financières, chaque personne est impliquée dans de très nombreuses relations financières, cette monétarisation généralisée se combine d'une part avec le manque d'argent imputable aux difficultés économiques, Dakar est une ville où la pauvreté est très importante, et d'autre part aussi avec la morale de la solidarité redistributive entre les parents, bien sûr, mais aussi de la solidarité redistributive entre les voisins, entre les amis, etc. Et donc la socialité dakaroise est marquée par le caractère envahissant des relations, de sorte que tout détenteur de liquidité est l'objet d'innombrables sollicitations, qu'il s'agisse de la solidarité familiale, de l'activité économique, des dépenses domestiques, ou encore de toutes sortes de cotisations et de dons. Et pour garder la maîtrise des flux financiers, les personnes mettent leur argent à distance. Cette mise à distance, elle peut être géographique. Alors, par exemple, certains fonctionnaires reçoivent leur salaire sur un compte en banque du centre-ville, et aller de la banlieue au centre-ville retirer de l'argent représente un coût. Et donc on laisse l'argent
dans le compte en banque du centre-ville. J'ai même rencontré une femme qui avait ouvert un compte en banque à l'autre bout de la ville, volontairement, en disant que quand j'ai besoin d'argent, je dois prendre 3 bus pour aller chercher mon argent et 3 bus pour revenir, ce qui fait que je ne peux pas y aller pour des petites sommes. Voilà. Donc cette mise à distance peut être géographique, et donc l'argent n'est pas immédiatement disponible, et tout retrait a un coût, puisqu'il suppose de se déplacer. Toutefois, dans la plupart des cas, l'argent est mis à distance à travers des relations d'endettement mutuel. Une fois en circulation dans des tontines, c'est-à-dire des associations d'épargne rotative mutualistes, prêté à un tiers, engagé dans des relations de crédit ou de dette de toutes sortes, engagé dans des relations de dons et d'entraide cérémonielles réciproques, engagé dans des prestations cérémonielles réciproques, l'argent est inaccessible pour un temps. Il n'y a alors pas d'autre issue que d'éconduire les solliciteurs, alors même que l'on dispose d'une épargne potentielle, parfois considérable, mais qui n'est pas disponible immédiatement. Et donc, en termes économiques, la liquidité est convertie en relations financières, et ces relations financières forment de multiples circuits aux temporalités hétérogènes. Et ces circuits financiers, qui sont principalement animés par les femmes, voient s'enchevêtrer l'activité commerciale, les liens domestiques et familiaux, les prestations cérémonielles et différents flux d'épargne et d'endettement. Et ces relations sont à la fois la trame, c'est-à-dire la base financière grâce à laquelle l'économie locale fonctionne, notamment l'économie informelle, mais ils sont aussi, et ça c'est très intéressant pour un anthropologue, ils sont aussi la trame de la socialité, dans la mesure où l'argent et les relations sont les deux faces de la même médaille. Et dans un contexte comme celui-là, la préférence pour les liquidités, c'est-à-dire la préférence pour l'absence de liquidité, n'est pas un simple mode de gestion financière, c'est une condition pour agir socialement. Et donc, dans un contexte comme Dakar, la capacité d'agir repose sur 2 éléments. Tout d'abord, la préférence pour les liquidités, c'est-à-dire convertir, dès qu'on en a, des liquidités en relations financières, mais ensuite, de manière corollaire, être capable de synchroniser les relations financières, c'est-à-dire de reconvertir les relations financières en cash au moment voulu. Et il est donc crucial de parvenir à synchroniser ces relations sociales et donc financières, qui n'ont pas les mêmes temporalités, elles peuvent aller de quelques jours à quelques mois, voire plusieurs années, pour obtenir son argent au moment voulu. Alors, l'économie locale, et en particulier le commerce, fonctionne selon une logique de cloisonnement des relations marchandes du reste des relations sociales. Un petit peu comme si la vie marchande était une clairière qu'on essayait en permanence de conquérir sur une forêt de relations qui vient tout manger. Face aux demandes constantes d'argent et à l'absence de distinction entre les flux financiers domestiques et commerciaux, les réseaux financiers qui organisent l'illiquidité servent avant tout dans le cadre commercial à maintenir un cloisonnement strict entre le circuit marchand et le reste des relations financières, notamment pour préserver un fonds de roulement. C'est tellement vrai que, par exemple, les gens qui sont les boutiquiers de quartier, donc qui vendent les allumettes à l'unité, les sucres à l'unité, etc., dans les quartiers populaires de Dakar, sont toujours des étrangers. Ils sont toujours des étrangers parce qu'autrement, ils devraient en permanence donner à crédit des biens à leur famille. Et le seul cas que je connais d'une personne originaire du quartier qui a ouvert une boutique s'est traduit par une faillite extrêmement rapide en quelques semaines. Voilà. Donc, il y a besoin... et le marché est donc un lieu à la fois physique où les relations sociales sont séparées des relations marchandes, mais aussi en termes de logique financière, il y a un cloisonnement strict entre activité économique et le reste de la vie sociale. Pourtant, les activités marchandes pâtissent de la difficulté des personnes à synchroniser les relations financières, dans la mesure où l'économie locale est constamment perturbée par le manque d'argent des débiteurs, imputable à la fois aux difficultés économiques, mais aussi à la préférence pour l'illiquidité. Donc les gens n'ont jamais d'argent. Et la préférence pour l'illiquidité est bien sûr un facteur d'insolvabilité. Et donc les logiques financières locales permettent à l'activité économique de fonctionner, mais limitent considérablement les possibilités d'accumulation de capital, dans un contexte où l'investissement économique, comme la santé, ne permet pas de mobiliser l'ensemble des réseaux financiers d'une personne. En revanche, les cérémonies familiales, notamment à l'occasion des mariages et des naissances, sont en mesure de mobiliser l'ensemble des flux et activent un nombre impressionnant de relations financières, parfois plusieurs centaines pour une seule femme, en quelques jours. Les femmes sont les principales actrices de ces cérémonies, lors desquelles les échanges rassemblent des sommes qui vont par personne jusqu'à 2 années de revenus d'un ménage. Et ces sommes sont utilisées d'un côté pour organiser l'événement cérémoniel, mais surtout pour honorer, par des prestations cérémonielles, des relations de parenté, et en particulier des relations d'affinité.
Alors, je n'ai pas le temps ici de détailler le système cérémoniel, qui est assez complexe, mais pour en résumer sommairement l'enjeu, disons que les échanges de prestations cérémonielles lors des cérémonies de naissance et de mariage honorent les relations de parenté et inscrivent le mariage et la succession des générations dans le temps et l'ordre des relations. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste de souligner, d'un côté, l'importance de la parenté en ville, mais sous une forme purement relationnelle et rituelle, et de l'autre, le fait que seules les cérémonies féminines d'échange à l'occasion des mariages et des naissances permettent une synchronisation des circuits financiers de grande ampleur et la transformation de l'ensemble des relations d'une personne en liquidité. Alors c'est très visible physiquement, vous voyez des gens qui se rassemblent et progressivement, les personnes qui sont au centre des cérémonies accumulent de l'argent, elles ont des tissus, de l'argent, et elles se présentent lors des échanges avec des porte-monnaies, des gros porte-monnaies qui sont remplis de billets et des valises de tissus qu'elles vont ensuite dépenser. Et l'intégralité des sommes reçues qu'on a réussi à mobiliser seront reversées dans la circulation cérémonielle. Et il y a d'un côté des modes de financement spécifiques aux cérémonies, comme des tontines, mais aussi toute femme qui est engagée dans une cérémonie et qui participe à des groupes d'épargne mutuelle peut demander à être prioritaire pour toucher la mise lors, par exemple, de mise en commun d'argent. Par ailleurs, toute femme entretient tout au long de sa vie des relations d'entraide cérémonielles qui fonctionnent sur le principe qui s'appelle les ndautal en wolof, qui fonctionne sur le principe qu'une femme qui se rend à une cérémonie au nom d'une relation avec quelqu'un, même si elle ne fait pas d'échange, doit toujours donner une somme d'argent à la personne qu'elle est venue soutenir. Cette somme d'argent est notée dans un cahier. Et quand la femme qui a donné de l'argent devra organiser une cérémonie, la femme qui a reçu l'argent devra rendre le double, et ainsi de suite. Donc les femmes ont des livres de compte de personnes qui leur ont donné de l'argent, et ce sont des relations interpersonnelles qu'il faut distinguer des prestations cérémonielles sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Retenons pour le moment ici que donc, seules les cérémonies féminines d'échange de prestations entre femmes permettent une synchronisation de l'ensemble des circuits financiers. Et on a donc ici un système financier qui est hiérarchisé en fonction de la capacité des agents à convertir la liquidité en relations financières, c'est-à-dire à mobiliser et synchroniser les relations financières. Et donc, il n'y a pas ici, pour revenir à l'exemple des TIV, il n'y a pas ici de sphère d'échange cloisonnée par des objets impossibles à échanger entre eux, ni même des cloisonnements moraux entre différents usages de l'argent, comme ce qu'on a observé, par exemple, à propos des ménages américains, comme l'a observé Viviana Zelizer, mais aussi pour l'Afrique sous des formes très différentes. Sharon Hutchinson chez les Nuer, qui a montré comment il y avait une équivalence entre le bétail nuer et l'argent, mais que cette équivalence s'intégrait dans un système où il est possible de mettre de l'argent pour acheter du bétail pour l'utiliser pour des raisons cérémonielles, mais il est impossible de convertir le bétail utilisé pour des prestations de mariage en argent. Ou ça a été aussi observé par les époux Komarov chez les Tsihidi d'Afrique du Sud, où il existe ce qu'on appelle le bœuf sans pattes, c'est-à-dire des sommes d'argent qui représentent plus, des bœufs sans pattes qui sont du bœuf qui consiste en des sommes d'argent qui valent plus que l'achat d'un bœuf lui-même. Ou encore Parker Shipton chez les Luo du Kenya. Et dans tous ces cas, qui ont été repris par Jane Geyer dans un livre qui s'appelle, je n'ai pas ma bibliographie ici, Marginal Gains, publié en 2004, dans tous ces cas, des cloisonnements moraux sont établis entre différentes sphères d'échange qui peuvent être franchis par des formes de conversion. Par exemple, chez les Luo du Kenya, l'argent obtenu par le vol, gagné à la loterie ou par la vente d'une terre lignagère, par la vente d'or, de tabac ou de cannabis, est considéré comme amer, c'est-à-dire dangereux et associé aux esprits maléfiques. Il ne peut être utilisé pour des transactions impliquant des relations de parenté, à moins que des rites de purification ne soient effectués. Donc on a vraiment des cloisonnements moraux. À l'inverse, à Dakar, la monnaie est un pur équivalent général. Il y a un unique circuit monétaire. Le billet de 500 francs CFA reçu à une cérémonie peut très bien être utilisé pour payer le transport au retour ou acheter le petit déjeuner du lendemain. Parfois, des gens payent des dettes de toutes sortes avec l'argent reçu d'une prestation de mariage ou reçu d'un parent ou d'un ami lors d'une cérémonie de mariage ou de naissance. Et donc l'argent dont il est question, vous l'avez entendu, eh bien, c'est le franc CFA, sachant que l'Afrique de l'Ouest est le seul endroit où le franc est encore en circulation.
Et notons ici que la monnaie est le franc CFA, c'est-à-dire une monnaie instituée à l'extérieur de la société et de la nation sénégalaise, dont la garantie émane du système monétaire de la zone franc et, in fine, du trésor public français et de la zone euro. Ça assure à la monnaie une certaine stabilité et une inflation faible qui permet des jeux financiers sur le long terme et pose des problèmes de souveraineté politique assez importants. En somme, la socialité urbaine est composée de flux financiers activés par les personnes. Elle n'est pas structurée par des cloisonnements moraux entre des sphères d'échange, mais hiérarchisée en termes de capacité d'agir, c'est-à-dire de la capacité de synchroniser les relations et les transformer en cash. Et dans ce système financier, et donc dans la socialité dakaroise, l'économie est moins valorisée que les cérémonies féminines où s'échangent des prestations. Ça ne signifie pas que les échanges cérémoniels entre femmes rassemblent plus d'argent que le reste, en termes absolus bien entendu. Bien plus de liquidités circulent dans l'économie que dans les cérémonies. De même, je ne prétends pas que la totalité de l'économie à Dakar est organisée autour des échanges cérémoniels entre femmes. Mon argument est que du point de vue de la finance et de la capacité d'agir, les échanges cérémoniels féminins sont plus valorisés que l'économie. À l'occasion des mariages et des naissances, les femmes parviennent à activer, c'est-à-dire à synchroniser et convertir en cash, toutes les relations dans lesquelles elles sont impliquées, ce qui est impossible pour des raisons économiques ou même pour des raisons comme la santé. A l'inverse, la vie économique souffre de la désynchronisation des relations financières et de la préférence pour les liquidités. Et cette hiérarchie financière, eh bien, elle est significative comme différence d'un point de vue comparatif, c'est-à-dire uniquement de notre point de vue à nous, où l'économie a une primauté et une forme d'autonomie. Et donc, si l'argument sur le système financier est constitutif d'une différence sociale, c'est que je ne suis pas en train de comparer l'économie chez nous et l'économie à Dakar, mais plutôt de relations de subordination, c'est-à-dire des relations de valeur. Dans les deux cas, c'est la position de l'économie qu'il est possible de contraster. La position d'autonomie de l'économie chez nous en relation aux politiques et la position de subordination en relation aux cérémonies féminines à Dakar de l'autre. Et cette comparaison apporte un objet à l'analyse anthropologique et le justifie. Et cet objet n'est pas les cérémonies d'échange féminin de prestations à l'occasion des naissances et des mariages en tant que telles, mais une valeur, la primauté des cérémonies féminines dans la socialité dakaroise. En effet, que d'importantes sommes d'argent soient dépensées ou même rassemblées lors des cérémonies d'usage de la vie est en soi un trait isolé qui ne signale pas une différence fondamentale entre les sociétés. D'ailleurs, dans le monde entier, quasiment, aujourd'hui, les mariages occasionnent d'importantes dépenses financières. Ce sont les traits particuliers de la société dakaroise qui suggèrent que la question cérémonielle a, dans ce contexte, un caractère systématique, structural, qui est absent dans les sociétés euro-américaines, où le système financier n'est pas polarisé par les circuits cérémoniels et par le fait d'honorer les relations de parenté. Alors, je ne sais pas s'il faut le regretter d'un point de vue moral, mais toujours est-il que la subordination de l'économie locale aux cérémonies se traduit par de nombreux problèmes financiers et suscite d'innombrables questions de la part de mes interlocuteurs qui sont extrêmement perplexes sur cette situation. Autrement dit, la prépondérance des cérémonies est un fait de structure, mais ne dépend pas de considérations morales. A l'inverse, hommes et femmes se plaignent et surtout condamnent moralement les dépenses cérémonielles qui leur apparaissent comme un gâchis, yach en wolof, d'argent. Donc en permanence, on parle de gâchis d'argent. Et d'ailleurs, mes interlocuteurs reconnaissent sans problème le prestige, le plaisir, la joie qu'on peut avoir à faire des échanges cérémoniels. Ils ont beaucoup de choses à dire sur les cérémonies, qu'elles occasionnent de grosses dépenses, que l'argent est dilapidé mais qu'il s'agit de moments agréables. Ils peuvent me décrire comment se fait une cérémonie. Ils peuvent juger comment telle ou telle chose a été faite. Ils peuvent me dire que telle chose est optionnelle, telle chose n'est pas obligatoire, etc. Qu'il y a des moments où il ne faut pas exagérer et d'autres où on ne lésine pas. Donc chacun a son avis sur bon nombre de questions. Chaque cérémonie donne lieu à de multiples commentaires. Mais faire et assister à des cérémonies comme y dépenser d'importantes sommes d'argent a quelque chose à la fois d'une inévitable évidence, alors même que tout le monde se plaint par ailleurs des dépenses cérémonielles excessives et les condamne comme du gaspillage. Autrement dit, il y a une réelle perplexité des gens vis-à-vis du fonctionnement de leur propre système social. Alors, lorsque je leur demande... D'ailleurs, quand j'ai travaillé sur l'épargne, les gens me répondaient assez peu et étaient assez vite agacés par mes questions. Et quand j'ai commencé à travailler sur les cérémonies familiales, les femmes m'ont dit « Ah, enfin un sujet intéressant !» Et de temps en temps, quand je croise certaines femmes avec lesquelles j'avais discuté il y a maintenant plus de 15 ans, elles me disent bah « Alors, à quoi servent toutes ces études ?» Parce qu'on continue toujours à dépenser beaucoup d'argent dans les cérémonies familiales.
Alors, ça peut paraître anecdotique, mais il y a 3-4 ans, le président du Sénégal s'est plaint publiquement dans un discours que dans ce pays, on passe notre temps à épargner de l'argent pour le dépenser dans les fêtes. Voilà. Et donc, lorsque je demande à mes interlocuteurs la raison des cérémonies ou pourquoi elles mobilisent tant de monde et d'argent, leur réponse est toujours la même. Sunu adala, c'est notre ada. Ada, D-A-D-A, est un terme issu de l'arabe et signifie, en wolof, la langue locale, coutume ou habitude. Mais ce terme ne met pas principalement l'accent sur l'idée de tradition au sens de continuité, de répétition dans le temps ou de pratique héritée du passé. Aada désigne plutôt des manières d'être, des façons de faire générales bien établies, les usages et les pratiques, ou encore, pour en parler dans la terminologie du français classique, les mœurs et les manières. Cette réponse est d'abord une façon de signifier la différence par une distinction avec les manières de faire imputées à l'anthropologue, donc les blancs euro-américains, Toubab, en disant, vous, votre ada, c'est d'être rationnel économiquement, et nous, notre ada, notre tradition, c'est de faire des dépenses cérémonielles. Donc il ne s'agit pas d'une forme de légitimation par la tradition. Et d'ailleurs, le terme ada s'utilise très souvent, plus ou moins explicitement, dans une distinction synchronique. On distingue alors sa ada de celle des autres, nos voisins proches ou les blancs. Mais mes interlocuteurs dakarois n'ont jamais trop paru préoccupés par le fait d'affirmer leur identité ou de respecter une tradition héritée du passé. Et d'ailleurs, en dehors de leur conversation avec moi qui leur posait des questions sur pourquoi fait-on des cérémonies, le terme ada ne marque pas simplement une différenciation externe, nous vis-à-vis des autres, lorsqu'il qualifie les cérémonies. Il distingue certaines institutions par rapport à d'autres. Et notamment, la ada désigne les nombreuses circulations financières dont les cérémonies familiales ou religieuses sont l'occasion, et en particulier toutes les formes de prestations cérémonielles. Et toutes ces pratiques sont considérées comme relevant de la ada et occasionnent des dépenses importantes, considérées comme excessives par la plupart des gens. Donc le terme ada en vient ainsi à désigner à la fois les cérémonies familiales en général, mais surtout le fait de faire des dons d'argent importants à l'occasion de ces événements, et plus largement, l'exubérance financière. Autrement dit, la coutume, ada, fait problème ici, car dans ce contexte, elle désigne avant tout la dimension financière et ostentatoire des cérémonies. Et dans ce cas, la coutume, c'est-à-dire ce qui est pensé comme un particularisme local, signifie ce qui paraît a priori le plus moderne, à savoir l'aspect financier des cérémonies d'échange féminin. Et je vais vous citer un dialogue avec une de mes interlocutrices, alternant le français et le wolof. Et donc elle déplorait ainsi, à propos de l'argent dans les cérémonies, elle me dit « Tout cela ne devrait être rien, en français, que de l'entraide raisonnable. Mais on verse à chaque fois dans le folklore. Et l'islam condamne ça, le folklore. » Alors moi, je lui demande « Mais du folklore, c'est-à-dire ?» Et là, elle me dit en français « Du folklore, quoi ?» Et elle bascule en wolof pour dire « Tout cela, c'est de la hada. On met de la hada partout ici. On exagère à chaque occasion. Les affaires d'argent, les tissus, les terangas, c'est-à-dire les prestations, les honneurs, les civilités. Les affaires d'argent, les tissus, les terangas et tout, c'est de la hada. Elle rebascule au français, du folklore. Et elle rebascule au wolof. Les cérémonies, les exagérations et les gaspillages, c'est ça, notre hada. Et donc la coutume est pensée comme une chose négative, néfaste et contradictoire. Et elle est pensée comme contradictoire avec deux registres de valeurs pensés comme universels. Le développement et la rationalité économique d'une part, l'islam de l'autre. Et donc nous n'avons pas là une forme de justification d'une culture particulière par rapport à une culture hégémonique ou un mouvement global, mais l'inverse, l'exubérance financière à l'occasion des cérémonies de naissance et de mariage est pensée comme une idiosyncrasie culturelle locale, constituant un obstacle à la réalisation de valeurs universelles. En effet, l'argent consacré aux cérémonies est tout d'abord considéré comme gaspillé, dans la mesure où il pourrait être mis à profit dans l'investissement économique. À Dakar, depuis près de 3 décennies, et le début des plans d'ajustement structurel imposés par le consensus de Washington, de nombreuses organisations publiques, gouvernements, municipalités, organisations para-étatiques, mais aussi des ONG, des institutions de microfinance, ont promu la bonne gouvernance et le développement. Et ce mouvement global a constitué localement, a diffusé un discours valorisant l'austérité budgétaire et la maîtrise des dépenses excessives, comme quoi c'est assez général. Et le thème de l'austérité, tout comme la rhétorique de la bonne gouvernance et du développement, se retrouve aussi bien chez les politiciens et les leaders religieux que mes interlocuteurs de tout statut et de tout milieu social. Et au même titre que la corruption ou le clientélisme, les pratiques cérémonielles sont opposées par mes interlocuteurs aux bonnes pratiques ou au développement, c'est-à-dire en définitive à la rationalité économique.
Par ailleurs, au Sénégal, le développement économique est synonyme d'amélioration des conditions de vie. C'est non seulement un objectif politique fondamental pour la population, mais aussi la manière dont beaucoup de mes interlocuteurs conçoivent l'avenir à moyen terme, puisqu'à long terme, l'horizon est celui du paradis. Et le développement s'inscrit dans une perspective historique où il est un événement, toujours à venir, qui se traduira par de profonds et bénéfiques changements. Et dans cette perspective, le développement aura lieu quand seront levés les obstacles au développement. Alors la rationalité économique pourra prévaloir sur le reste. Et une large part des obstacles au développement est imputable aux pratiques locales, comme la Hada, qu'il s'agisse des cérémonies ou de la corruption. Et de fait, corruption et cérémonies sont autant condamnées dans le discours que pratiquées dans les faits. Et d'ailleurs, Jean-Pierre-Olivier de Sardan a très bien montré comment les deux participaient plus ou moins de la même économie morale. Et de Sardan évoquait aussi, à ce propos, un sentiment général d'impuissance face à une mécanique infernale, en parlant de la corruption. Et il est comparable à ce que j'ai appelé tout à l'heure la perplexité de mes interlocuteurs. Dans les deux cas, le problème est identique. Les institutions particulières de la société s'opposent à la réalisation d'un idéal moral universel, la rationalité économique et le développement, et représentent des obstacles inévitables qu'il faudrait, de l'avis de tous, parvenir à contourner sans que personne ne sache comment. Par ailleurs, la Hada en général et les cérémonies en particulier sont opposées à l'islam et réprouvées en son nom. Des chefs confrériques ont condamné les dépenses cérémonielles en arguant que les sommes dépensées pourraient être autrement consacrées à des usages religieux comme la zakat. Toutefois, l'enjeu est moins l'allocation des fonds que l'islam en tant qu'ordre de valeur, qui serait mis en cause par les échanges cérémoniels entre femmes. Depuis la fin des années 80, les leaders religieux ont commencé à émettre des jugements négatifs sur les pratiques vestimentaires des femmes, que ce soit dans les fêtes religieuses, les cérémonies familiales ou même la vie quotidienne. Outre le port du voile, qui est assez minoritaire au Sénégal, les débats ont porté sur les larges échancrures des boubous, l'érotisme des danses lors des cérémonies familiales, ainsi que la pratique et les dépenses engendrées par le steinsé, qui consiste à apparaître en public revêtu d'une fastueuse toilette et le visage intégralement maquillé. Cependant, le problème central reste, toutefois, les échanges cérémoniels ostentatoires entre femmes. Les leaders des mouvements, qu'ils soient réformistes ou non, c'est-à-dire néo-fondamentalistes ou soufis, condamnent les cérémonies familiales et la Hada en général, non pas comme des pratiques impies, mais parce qu'ils sont ostentatoires, avec l'idée que Dieu interdit le gaspillage. Et par ailleurs, elles sont non seulement ostentatoires, mais elles sont considérées comme, à la fois par les leaders religieux et par mes interlocuteurs, comme contraires aux principes universels de l'islam, notamment en raison de la volonté excessive de s'affirmer supérieur, la volonté d'ostentation, qui sont opposées à la tempérance et à la maîtrise de soi exigée de tout musulman. Alors, ces condamnations morales des cérémonies se sont traduites par une succession de tentatives initiées par les autorités religieuses et politiques visant à limiter par la loi ou la norme les dépenses cérémonielles. Ainsi, dès 1905, à Kaolack, une ville située à 180 km au sud-est de Dakar, des notables ont tenté sans succès de limiter le montant des prestations de mariage en instaurant un barème. Il y a eu une série de tentatives d'interdiction. En 1950, les notables de la communauté autochtone de Dakar, les Lébous, principalement des chefs religieux, prennent l'initiative d'une réforme de la coutume codifiée sous le nom de Pacte matrimonial de Dakar, dans lequel il est notamment question de limiter les frais en matière de mariage, de cérémonie de naissance et de deuil. Peu après, l'administration coloniale reprendra le texte à son compte dans le décret Jacquinot du 14 septembre 1951. Quelques années après l'indépendance, en février 1967, une loi sur les dépenses cérémonielles est promulguée, puis reprise dans le Code de la famille de 1972. Elle est toujours en vigueur, bien que son inefficacité n'ait jamais été démentie. De nos jours, même les militants salafistes peinent à empêcher totalement que leur mariage ou la naissance de leurs enfants n'occasionnent des dépenses cérémonielles et des cérémonies d'échange ostentatoires entre femmes. Autrement dit, en matière de dépenses cérémonielles et en matière de pratiques d'échanges cérémoniels, les différents pouvoirs se sont toujours heurtés à la persistance des échanges à l'occasion des naissances et des mariages. Et cet artificialisme, cette volonté, cette idée que par la volonté et le pouvoir politique, on pourrait transformer la vie sociale, cet artificialisme ne se manifeste pas pour transformer la société contre le bon vouloir des individus, mais au contraire pour tenter de maîtriser, au nom de principes moraux pensés comme universels, qu'il s'agisse du développement économique ou de l'islam, une partie de la vie sociale dont tout le monde s'accorde sur les conséquences néfastes pour le bien-être commun et pour le bien-être moral des individus et le devenir de la société en général.
Mais depuis un siècle, les condamnations et les tentatives d'interdiction ou de contrôle sont restées sans effet. Cette perplexité de mes interlocuteurs dakarois face à leurs propres pratiques et aux contradictions qui sont au cœur de leur vie sociale est, me semble-t-il, comparable à celle que suscite dans notre monde euro-américain moderne la primauté de l'économique sur le politique, d'une part, mais aussi, pour une forme sans doute plus récente, le réchauffement climatique imputable aux activités humaines. Et cette perplexité des acteurs face aux limites de l'artificialisme sont des indicateurs, pour un anthropologue, que quelque chose de fondamental est en jeu, sans pour autant être formulé clairement par une vision du monde par les acteurs. Et des configurations de ce type ne peuvent simplement être décrites comme des situations où les personnes sont prises entre deux objectifs contradictoires ou comme une contradiction entre discours et pratique. D'ailleurs, on peut observer que mes interlocuteurs ne condamnent les cérémonies que lorsqu'ils doivent les justifier ou en parler, puisqu'ils passent leur temps à faire des cérémonies. Et donc ces condamnations représentent la manière par laquelle la contradiction entre des principes considérés comme universels et la socialité locale, la contradiction est résolue sur le plan du discours et de la justification morale. Mais d'un point de vue comparatif, qui est celui de l'anthropologue, la primauté des cérémonies féminines dans la société dakaroise suggère que l'analyse doit malgré tout reconnaître que quelque chose de nécessaire, bien qu'inarticulé par les acteurs, est en jeu dans les cérémonies familiales, ce que moi j'ai appelé une valeur inavouée, que la comparaison anthropologique permet d'apercevoir. Les cérémonies sont condamnées en termes moraux du point de vue du développement en raison des sommes d'argent qui y sont dépensées. Là, il s'agit uniquement d'un jugement moral sur l'allocation des ressources financières. Or, ce jugement moral éclipse le fonctionnement même de la socialité locale, dans laquelle j'ai montré que les ressources financières ne peuvent être obtenues que par la conversion des relations en liquidité, et que ce système financier est hiérarchisé, et dans cette hiérarchie, les cérémonies familiales sont plus valorisées que l'économie. Autrement dit, le discours moral éclipse la valeur, car d'un point de vue financier, les cérémonies familiales sont plus valorisées que l'économique. Pour ce qui est de l'islam, la relation entre les cérémonies d'échange féminin, la relation avec les cérémonies d'échange féminin est très différente. L'islam n'est pas simplement opposé aux cérémonies féminines comme une alternative possible à l'allocation des ressources financières. Le problème est que l'exubérance financière et l'ostentation dont font preuve les femmes lors des cérémonies est contraire à la morale musulmane de la tempérance et de la maîtrise de soi. Cela dit, au-delà des discours de condamnation explicite, l'islam et les cérémonies familiales, ou plus exactement l'islam et la ada en général, la coutume locale, sont deux ordres de valeurs incomparables et qui se distinguent par leur origine. Le chemin de l'islam, yon, qui désigne à la fois la voie, la loi, la justice, la religion, le chemin de l'islam est pensé comme universel. Il a trait à la relation entre les hommes et Dieu, relation de soumission absolue de l'individu à Dieu. Cette relation comprend tout d'abord des obligations impératives. Il s'agit essentiellement de ce que la parole divine révélée dans le livre sacré du Coran ordonne et des 5 piliers de l'islam. Elle implique aussi l'imitation surérogatoire des manières de vivre et d'agir du prophète, recueillies dans des hadiths, donc dans un ensemble de textes. Et ces manières d'agir et de vivre du prophète, qu'on appelle la tradition prophétique, se nomment la sunna, d'où le terme de musulmans sunnites. Les paroles et la sunna est considérée comme une forme d'expression de la volonté divine et constitue à ce titre une tradition recommandée. C'est le cas, par exemple, des sacrifices du mouton à l'occasion des fêtes religieuses, comme la tabaski et la korité, mais aussi des rituels des âges de la vie, à l'occasion des naissances et des mariages, c'est-à-dire le rituel musulman de dation du nom et le rituel musulman de mariage. Par contraste, la ada, la coutume, est quant à elle conçue comme simple usage d'une société particulière, c'est-à-dire imitation des idées et faits et gestes d'autres hommes. Enfin, à la différence du développement, l'islam et les cérémonies d'échange féminin ne sont pas uniquement opposés. Bien qu'il s'agisse de deux ordres de valeurs incomparables et opposés dans le discours, l'islam et la ada et la coutume se combinent dans l'organisation rituelle des âges de la vie. À l'occasion d'un mariage ou de la naissance d'un enfant, en particulier d'un premier-né, les rituels musulmans de mariage ou de dation du nom sont toujours suivis de cérémonies féminines d'échange de prestations. Les rituels musulmans de dation du nom ou de la célébration religieuse du mariage sont de l'ordre de la sunna, donc l'imitation recommandée des actes du prophète. Et ces rituels sont axés autour de la constitution et de la bénédiction, barkel en wolof, qui veut dire demander la baraka,
la bénédiction des relations. La bénédiction d'un côté de l'union d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire qui marque le début de la sexualité légitime et le fait que leurs enfants seront reconnus comme des enfants reliés à eux deux par la filiation, et la nomination et l'entrée dans la communauté des croyants d'un nouveau-né lors du rituel de dation du nom. Et ce qui se joue dans les rituels est avant tout, donc dans les rituels musulmans, est avant tout la relation de l'individu à Dieu, sans la bénédiction duquel aucune action ou relation n'est possible. Et ces activités rituelles, recommandées par l'islam, paraissent aux yeux de mes interlocuteurs les seules qui soient réellement indispensables, car elles se réfèrent à un ordre de valeurs pensé comme universel, absolu et transcendant. Toutefois, en dépit de ce que suggèrent les intéressés, tout se passe comme l'islam seul ne permettait pas d'inscrire les âges de la vie dans l'ordre social global. Les cérémonies relèvent d'un autre registre de valeurs que celui de l'islam. Il s'agit d'honorer, par des prestations, les relations entre les personnes, et en particulier les relations d'affinité lors des prestations de mariage et surtout à l'occasion de la cérémonie d'entrée en résidence, lors des prestations de mariage et lors des rituels de naissance. Il faut donc reconnaître, à un niveau de valeur inférieur à celui de l'islam, mais à un niveau de valeur inférieur à celui de l'islam, mais valorisé, la valeur des cérémonies féminines qui inscrivent le mariage et la succession des générations dans l'ordre des relations. Et donc on a une socialité locale qui est constituée par une hiérarchie financière dans laquelle les cérémonies dominent, mais ces cérémonies sont articulées à un système rituel dans lequel l'islam est l'ordre le plus important. Et donc là, j'ai essayé de décrire la manière dont la vie sociale s'articule en partant d'une différence, en partant du statut de l'argent. J'ai essayé de décrire, en suivant les chemins de l'argent, la manière dont la vie sociale s'organise et se structure dans un contexte comme Dakar. Et il me reste maintenant à préciser un dernier point. J'ai décrit la socialité dakaroise comme un ensemble de flux financiers hiérarchisés où, du point de vue de la capacité d'agir, la conversion de la relation en liquidité, les cérémonies dominent, ces cérémonies dans lesquelles des femmes échangent des prestations cérémonielles pour honorer des relations de parenté. Et je suis parvenu à dégager cette configuration d'un point de vue extrêmement particulier et assumé comme tel, qui est un point de vue comparatif, centré sur le statut de l'argent, revers de toutes les relations et institué à l'extérieur de la société et de la nation sénégalaise, et la question du statut de l'économie, en montrant la primauté des cérémonies dans la socialité dakaroise, opposée à la primauté de l'économie dans la configuration moderne. Un dernier élément est toutefois nécessaire pour compléter ce tableau. J'ai parlé des prestations cérémonielles entre femmes, et il faut indiquer à ce propos qu'elles ne sont jamais faites en personne. Elles s'effectuent toujours par le truchement de griots, qui sont payés pour cela. Alors, je vous mets une photo de cérémonie. Dans un échange cérémoniel, un griot expose et détaille le contenu de la prestation, l'argent, les tissus, etc., et chante les louanges de la personne qui effectue la prestation et de ses parents, ainsi que de celle qui la reçoit. Plus exactement, elle chante les louanges de la relation entre deux. Le ou la griotte passe ensuite le contenu de la prestation à une ou un autre griot qui reçoit la prestation, la détaille et chante les louanges à son tour de l'auteur, du destinataire de la prestation. Alors, pour dire ça tout simplement, par exemple, si je voulais, je prends souvent cet exemple, offrir ce stylo à Philippe Descola pour le remercier de m'avoir invité, je donnerais, en parlant à voix basse, ce stylo à mon griot qui serait derrière moi et qui pourrait avoir, par exemple, un mégaphone pour annoncer la chose, et mon griot serait debout, alors debout comme ça, derrière moi, en disant voilà, en parlant cette fois-ci à tout le monde, alors que moi je regarderais plutôt par terre. Ismaël Moya est très honoré, très content d'être reçu au Collège de France, qui est une institution très prestigieuse, par le professeur Philippe Descola, dont le lignage intellectuel est extrêmement prestigieux, et il se mettrait à dresser tout son lignage intellectuel et à chanter toutes ses louanges. Ensuite, il donnerait le stylo au griot de Philippe Descola. Le griot de Philippe Descola dirait « Merci beaucoup, Ismaël, de m'avoir offert ce stylo. Merci beaucoup pour cet exposé. » Je vous laisse juger de la qualité. Mais un griot qui est spécialiste dans l'enjolivement dirait « Ah, merci beaucoup pour cet exposé qui m'ouvre de nouvelles perspectives et renouvelle mon regard sur l'Afrique. » Et se mettrait à chanter mes louanges. Alors, la particularité de cette configuration, c'est que non seulement les échanges passent par des griots, qui donc ont des mégaphones, mais l'auteur de la prestation ou le destinataire peuvent très bien ne pas être là. Ce qui importe,
c'est que l'action soit effectuée par le griot. Alors, qu'est-ce qu'un griot? Eh bien, nous trouvons ici une distinction de statut. Les griots sont une caste, ou appartiennent à ce qu'on appelle les gens de caste, qui sont des termes bien malheureux, qui se sont imposés dans l'anthropologie du Sahel occidental pour désigner des groupes héréditaires, endogames, ayant le monopole de certaines fonctions, et des groupes qu'on observe dans tout le monde sahélien occidental, en particulier le monde mandé. Alors, c'est un terme malheureux puisqu'il ne désigne pas, comme dans le monde indien, un modèle d'organisation globale du corps social, mais se réfère à l'existence d'une catégorie particulière, distinguée, considérée comme à part, de la grande majorité de la population, qui est 80 à 90% des gens, qui est composée de ce que moi j'appelle des gens du commun, guerre en Wolof. Donc nous avons une distinction sociale fondamentale entre d'un côté les gens du commun et de l'autre une petite minorité de gens de caste. Et dans le monde Wolof, comme dans beaucoup de sociétés de cette région, il existe donc ces groupes statutaires qui ont une forme de monopole sur certaines fonctions, les forgerons, les griots, les cordonniers, les boisseliers, les tisserands. Et ces catégories sont distinguées du reste de la population et sont dans une relation de complémentarité fonctionnelle avec les gens du commun pour lesquels ils effectuent des tâches et sont payés pour cela. Et les gens de caste sont dans une relation d'infériorité hiérarchique par rapport aux gens du commun. Ils représentent globalement tout ce que tout ce que les gens du commun ne doivent pas être ou faire, sous peine de déchoir moralement, quémander, agir sans retenue ou sans contrôle, ou encore parler fort, crier, hurler en public, sont autant de comportements tenus pour caractéristiques des gens de caste et méprisables. Corrélativement, la supériorité morale des gens du commun repose sur la valorisation de la tempérance, d'une attitude de majesté, de dignité et d'élégance. Et la notion qui articule cette polarité est la notion de kersa en Wolof, qu'on peut traduire par sens de soi ou pudeur. Mais valorisation de la tempérance, attitude de majesté, dignité, élégance sont des valeurs qu'on assimile à la noblesse, et c'est sans doute la raison pour laquelle les administrateurs coloniaux, toujours suivis à l'heure actuelle par les ethnologues, ont appelé cette catégorie les nobles. Ce qui n'a aucun sens, puisqu'une aristocratie ne peut représenter 80% de la population. Et donc, les gens du commun, par ailleurs, ne sont pas une catégorie sociale définie positivement. La seule caractéristique des gens du commun est de ne pas être des gens de caste. Ils sont en somme ceux dont les gens de caste sont à part. Il ne s'agit pas d'un groupe défini, mais il s'agit de la référence dont les gens de caste se distinguent. La référence cristallisant la totalité des valeurs sociales Wolof, qui permet de définir les autres catégories sociales. Et donc les gens de caste sont définis par rapport aux gens du commun et non l'inverse. Et les gens du commun sont donc ceux CE et ceux CEX, par rapport à quoi sont distingués les gens de caste. Et cette distinction s'exprime de bien des manières, variables selon les groupes castés, les époques, les interlocuteurs. Différences d'origine, de race, d'ethnie, de profession, de morale, ou encore liées à une idéologie du sang ou de la pureté. Mais à chaque fois, ce sont les gens de caste qui sont distingués des gens du commun et non l'inverse. En cela, et très ironiquement, cette relation est hiérarchique au sens de Louis Dumont, qui avait élaboré cette notion à propos de l'Inde, puisque, de manière purement formelle, un des termes de la relation représente le tout dont se distingue l'autre terme. Les gens de caste sont ainsi une forme d'altérité interne, définie par une forme d'extériorité exprimée en termes de valeur. Ils sont définis comme à part des gens du commun, notamment du point de vue de la valeur du kersa, donc la pudeur et le sens de soi. Soulignons enfin qu'à Dakar, les fonctions traditionnellement associées aux castes ont presque toutes disparu, au sens où les activités artisanales comme la forge, le travail du cuir ou du bois sont des activités très résiduelles. À une exception près, les activités associées aux griots, spécialistes de la parole en public, et les griots qui sont le truchement de toutes les actions publiques à l'exception de la politique. En effet, à l'exception des discours et des actes officiels des hommes politiques, tout acte cérémoniel ou rituel, toute chose publique, suppose la présence et le truchement d'un griot. Par exemple, à l'occasion de séances de louanges, un griot transmet et enjolive à voix haute les remerciements, les compliments et les éloges. Les griots sont les agents des prestations cérémonielles qui honorent les personnes. Dans leur discours public, les dignitaires religieux s'expriment généralement à voix très basse, voire en murmurant. Leur discours est transmis à l'auditoire par un griot qui parle parfois dans un micro et qui parle parfois à la première personne. Les griots sont aussi indispensables dans les rituels musulmans de dation du nom et de mariage, où ils annoncent publiquement les actions rituelles. La conclusion du mariage, le nom de l'enfant, etc. J'ai même entendu dire, mais je ne l'ai jamais vu, que certaines personnes ont soutenu des thèses à travers des griots. Et il y a à la télé une émission de télé où on peut envoyer des SMS
où une griotte fameuse, donc un SMS moyen paiement, où une griotte fameuse va chanter vos louanges à la télé. Autrement dit, toutes les autres tâches, toutes les autres fonctions associées au caste ont disparu. Par contre, la fonction de truchement des griots et d'enjolivement et de chanteur de louanges reste fondamentale. Et il n'y a pas uniquement les activités liées aux griots, à l'exception de la politique. Toutes les actions publiques sont l'objet du truchement des griots. Et par contre, ces activités ne sont pas exclusivement pratiquées par des personnes qui sont d'ascendance griotte, puisqu'elles sont pratiquées en général, elles sont pratiquées systématiquement par des personnes qui viennent des gens de caste, qu'ils soient des griots, des forgerons, et dans une moindre mesure, des cordonniers, dans la mesure où les tisserands ont disparu à Dakar et que les laobés, les boisseliers, sont considérés vraiment comme un groupe très très étranger, et l'activité de boissellerie a quasiment disparu. Le seul domaine dans lequel les femmes laobés, donc qui sont une caste, fonctionnent, c'est la vente d'objets dédiés à la sexualité. Et là, à nouveau, la caractéristique de ces femmes qui se disent laobé, alors que la plupart d'entre elles sont en fait d'ascendance griotte, est d'être en dehors de la pudeur, mais cette fois-ci pas du point de vue de la parole publique, mais du point de vue de la sexualité. Et ce qui est un peu étrange pour un anthropologue, d'être face à... Moi, je suis arrivé faire ce terrain en me pensant venu d'une société libérée sexuellement, sans aucune contrainte morale, etc. Et face à quelqu'un qui est capable de parler de sexualité sans aucune pudeur, j'ai commencé à rougir et à ne plus très bien savoir comment me comporter. Mais dans tous les cas, on a affaire à des gens qui sont en dehors des valeurs communes et qui permettent, qui sont une forme d'extranéité, une forme d'altérité interne. Par ailleurs, il y a une autre caractéristique de ces groupes qui est les règles de mariage. Alors, il faut souligner qu'à Dakar, les lignages, généralement considérés comme fondamentaux dans la parenté dans la région, ne sont pas observables en tant que tels. Et de même, les choix matrimoniaux ne sont que très marginalement influencés par des principes d'alliance, mais plutôt par des considérations financières et aussi sentimentales, largement inspirées de toutes les séries télévisées. Et en revanche, le mariage entre gens de caste et gens du commun, ces mariages restent très exceptionnels, quel que soit le niveau de revenu des personnes, donc même des gens extrêmement riches sont confrontés à ce problème. Et ces mariages sont toujours moralement condamnés, et mon expérience étant qu'ils durent extrêmement peu longtemps. Donc autrement dit, on a une structure sociale qui est extrêmement lâche, atomisée, etc., mais où la seule règle qui a trait à l'exogamie fonctionne, c'est entre gens du commun et griots. Et d'ailleurs, il est plus facile d'épouser une non-musulmane, ou même un non-musulman, que d'épouser une femme castée, en particulier griotte. Alors, les fonctions des griots en Afrique de l'Ouest sont bien connues et ont été l'objet de nombreuses études, en particulier à propos des sociétés mandingues. Toutefois, les travaux sur la question se sont pour l'essentiel concentrés sur 3 axes. Le premier étant le rapport des griots au pouvoir politique. Or, dans le contexte urbain, les hommes politiques sont peut-être les seules personnes à tenir systématiquement leur discours politique eux-mêmes. Et dans le régime politique contemporain du Sénégal, la valeur des discours et des actes politiques ne dépend pas du truchement des griots. La deuxième activité auquel étaient traditionnellement associés les griots, c'était une forme de monopole sur la musique et la danse, qui, à Dakar, sont de moins en moins liés au statut et sont de plus en plus pensés dans une problématique artistique et comme une profession. Enfin, la troisième fonction traditionnelle des griots était d'être attachés à un lignage et de conserver, transmettre, voire manipuler dans le temps, de génération en génération, les généalogies, les traditions, les gestes familiales et les événements historiques. Or, à Dakar, au début du XXIe siècle, lors des cérémonies familiales notamment, les gens ont souvent recours à un griot de famille qu'ils connaissent soit par leurs parents ou qu'ils connaissent de longue date, mais seule une minorité d'entre eux sont encore en mesure de tenir un rôle de mémorialiste capable de tracer des généalogies. D'ailleurs, il y en a encore, c'est très impressionnant à voir, mais c'est une petite minorité. Et d'ailleurs, quand on n'en a pas sous la main, on prend n'importe quel griot avec qui on parle avant. C'est ce que je fais moi, par exemple. Par contre, une activité, la seule activité des griots qui a résisté à la transformation urbaine, et donc qui n'est pas, si je puis dire, bonne à jeter, la seule activité des griots qui a résisté à la transformation et qui s'est affirmée encore plus spectaculairement en ville, c'est le fait que les griots sont des spécialistes de la parole, et notamment de la parole en public, puisque j'insiste, tout discours public, louange, tout discours religieux, toute action publique, qu'elle soit rituelle ou non, mariage, dation du nom, tout échange cérémoniel est médiatisé par la parole et les actions des griots. Donc le truchement des griots est absolument indispensable, et quand je dis le truchement des griots,
je devrais plutôt dire la fonction de truchement associée au griot, puisque les personnes qui sont les acteurs, les agents de ce truchement sont toujours des gens de caste, mais ne sont pas systématiquement des griots. Par exemple, la mairie du quartier où je travaille rémunère pour des fonctions de truchement ce qu'ils appellent 7 communicateurs traditionnels, et il y a 4 griots et 3 forgerons. Donc les griots sont les spécialistes de la parole, et leur truchement reste indispensable en ville. Pourtant, la nature de ce truchement reste mystérieux, puisque les griots n'ont ou ne représentent aucune autorité reconnue, en vertu de laquelle ce truchement conférerait une valeur particulière à l'action qui en est l'objet. De mon point de vue, ce truchement est nécessaire du point de vue de l'autorité et de la validité des actions qui en sont l'objet. Et de ce point de vue, et je finirai par là, le cas des prestations cérémoniales est emblématique. Et ça me permet aussi de me rapprocher d'un débat traditionnel en anthropologie qui est la distinction entre don et échange marchand et le statut des objets. Le truchement des griots est ce qui définit une prestation comme un acte efficace par lequel une personne honore une relation et non une simple transaction entre deux personnes. Si je donne un stylo ici à Philippe Descola, même si nous sommes en public, ça reste une transaction entre deux personnes. Pour que ça devienne une prestation et que ce soit un acte efficace pour l'honorer, il faut que nous passions par des griots et notre présence physique à nous n'est pas du tout requise. Et donc le truchement des griots est ce qui définit une prestation comme telle. Et donc le truchement des griots ne rajoute pas une médiation à l'action, il la constitue comme telle. Et donc la différence entre une prestation cérémonielle, un don, dirait Mauss, et un simple échange, ne tient pas ici dans l'ontologie des sujets et des objets de l'échange, mais au statut social des griots. Alors nous touchons ici au débat sur la troisième personne, qui, depuis la discussion sur le Hao Maori, est une discussion extrêmement importante en anthropologie. Mais je voudrais juste là mentionner que dans un échange cérémoniel, les griots sont les seuls à agir. Comme vous pouvez le voir ici, les seules personnes qui sont debout et que l'on voit sur les photos sont des griots. Les autres sont assis quand ils sont présents. Des fois, ils peuvent très bien ne pas être là. Et donc, si le griot est l'agent immédiat de la prestation, il n'en est pas partie prenante. En effet, dans la prestation, Ismaël Moya donne son stylo à Philippe Descola. Le griot ne sera pas un sujet de la narration, lorsque, par exemple, les gens vont raconter la cérémonie, bien que ce soit lui qui agisse physiquement. Le truchement des griots modifie la structure de l'action, au sens où Ismaël Moya et Philippe Descola seront en position d'attributaires de leur action, auteurs ou destinataires d'une prestation ou d'une louange, et non d'agents. Et donc nous avons affaire à une structure triadique, mais qui ne comporte pas 3 agents, mais plutôt 3 actants. D'un côté, l'agent, le griot, de l'autre, l'objet, ce qui est l'objet du truchement des griots, en l'occurrence l'échange, et troisièmement, les attributaires, qui sont les gens à qui ces actions sont attribuées. Et le griot est extérieur à l'action, au sens où il est, en raison de son statut, l'agent d'une action qui ne lui est pas imputée. En ce sens, le griot est une composante de l'action. La condition pour que Ismaël Moya soit l'auteur ou la cause d'une prestation, ou d'un discours, ou d'un rituel, et Philippe Descola son destinataire, et que cette action leur soit imputée par un griot. Autrement dit, les personnes sont extérieures à leurs propres actions, elles en sont juste les attributaires. Non au sens où elles en bénéficient, mais plutôt en termes juridiques, parce qu'elles en sont le point d'imputation. Elles sont l'attributaire et celui à qui l'action est attribuée. Et donc la structure de l'action n'est pas triadique parce que l'échange comporte 3 protagonistes, comme dans le cas du fameux Hao Maori, mais parce qu'elle comprend 3 types d'actants, j'insiste, le griot, les attributaires de l'action, et aussi les personnes qui entendent ou voient les griots. Et dans ce cas, dans ce contexte, le griot est le seul agent. Et corollairement, le critère déterminant d'une action n'est pas que la personne soit présente ou en position d'agent, mais que l'action lui soit attribuée par un griot. La nécessité du truchement des griots signifie donc que la valeur d'une action ne réside pas dans le fait qu'elle était accomplie par une personne en tant que sujet agissant, un agent, mais parce que la personne a été posée du dehors par le griot comme l'attributaire de son action. Et ça, c'est vrai des prestations cérémonielles, comme de tout discours public, de toute action rituelle. Et donc, j'aimerais bien revenir à mon analyse de la socialité dakaroise, dans lequel le truchement des griots est nécessaire, aussi bien aux échanges cérémoniels, qui sont condamnés comme intempérants, etc., etc., etc. Et vous voyez bien qu'on condamne l'intempérance et l'ostentation
des actes et non des personnes, puisque les attributaires des actions sont des personnes qui sont assises et qui ne seront pas physiquement pas intempérantes. Seuls les griots sont intempérants. Et pourtant, les cérémonies sont condamnées comme des événements ostentatoires et occasions d'intempérance. Et cette intempérance est attribuée aux individus qui sont les acteurs des cérémonies, qui sont les attributaires des cérémonies, et non aux griots. Donc, la nécessité du truchement du griot se manifeste aussi bien dans les échanges cérémoniels entre femmes, dans les échanges de prestations cérémonielles, que dans les rituels musulmans auxquels ils sont articulés, qui sont eux aussi objectivés par le truchement des griots. Et donc cette action de truchement est le seul point commun qui va unifier l'ensemble de la socialité dakaroise. Mais il existe. Autrement dit, la nécessité du truchement des griots pour certaines actions, prestations, louanges, rituels, mais non pour d'autres. Le commerce n'est pas l'objet du truchement des griots, une conversation quotidienne n'est pas l'objet d'un truchement des griots, les cotisations au tontine, les réunions d'association ne donnent pas lieu toujours au truchement des griots. Donc il faut distinguer, non pas pour des raisons théoriques, mais purement d'analyse du cas ethnographique, deux types d'actes sociaux, ceux qui sont logiquement sociaux, en ce sens qu'ils se conforment à des manières de faire et des significations instituées, mais aussi les actions qui sont, par le truchement des griots, inscrits dans une forme d'ordre social global, par l'action, on pourrait dire, objectivante du truchement des griots. Et donc on a, dans cette société urbaine chaotique, atomisée, qui peut paraître uniquement relationnelle, où une socialité faite de relations s'articule à l'islam, on a malgré tout un plan objectivant. Et un plan objectivant qui est d'autant plus pratique que les personnes n'ont pas besoin d'être là. Ce qui fait que cette socialité dans laquelle l'argent et le truchement des griots sont les deux composantes fondamentales, peut se déployer hors sol. Et de fait, on voit par exemple que la principale manifestation de présence des migrants localement à Dakar, c'est l'argent qu'ils envoient. Mais l'argent, c'est la forme la plus valorisée des relations. Et par ailleurs, les migrants interviennent dans les cérémonies qui sont organisées à Dakar à travers le truchement des griots. Et ça va encore plus loin, puisque sur leur lieu de vie, les migrants, qu'ils soient à Paris, à Milan ou aux États-Unis, etc., en tout cas les femmes migrantes, ont réorganisé leur vie sociale quand il y a suffisamment de monde, tissant des relations et des formes d'échange similaires à celles qu'il y a à Dakar. Et il existe des cérémonies familiales qui sont organisées avec des échanges de prestations à Paris, à Milan et à New York, où des personnes qui sont à Dakar, à Paris ou à Milan vont intervenir. Et donc on a, justement, en raison de ce pouvoir objectivement des griots, et aussi sur le fait qu'il y a une distinction radicale entre l'acte et la personne, il y a la possibilité d'avoir une socialité qui devient complètement atopique, c'est-à-dire reliée, qui est liée à aucun lieu, et donc qui peut se déployer complètement en dehors de tout ancrage sur un territoire. Et ce qui va en constituer d'une certaine manière l'unité, c'est, de mon point de vue, le caractère constitutif et objectivement du truchement des griots. Et pour conclure, on pourrait dire que je suis en train de proposer une sorte de variante séculière de la thèse de Durkheim sur le totémisme australien. Et de fait, mon analyse comporte un aspect très durkheimien dans la référence à l'idée d'une nécessaire instance extérieure à la personne du point de vue de l'autorité et de la validité de son action. Mais ce raisonnement, pour durkheimien qu'il soit, représente, en termes techniques, un engagement ontologique minimal quant à l'idée de société puisqu'il se résume à l'action des griots rapportée à leur statut. Et le principe de l'objectivation par le griot n'est pas un argument dans une théorie sociologique générale, mais la propriété d'un certain type d'action. Qu'on peut observer, le griot est là, il a un mégaphone. Et donc la nécessité du truchement des griots signale que la valeur des actions n'est pas dans les personnes, mais inscrite hors d'elles, inscrite au resco-référence, dans une forme d'ordre social global. Alors ce qui est en jeu ici avec le terme d'ordre social global, j'en ai pas trouvé de meilleur, n'est pas un principe d'unité ou d'identité d'une entité discrète, qui serait la société, qui regrouperait les individus ou les actants, mais simplement la nécessité d'une forme d'objectivation. En ce sens, l'institution des griots est un cas limite qui montre que le principe d'une extériorité aux personnes n'a pas forcément à être posé sous la forme d'une autorité supérieure qui s'impose à elles. À Dakar, il n'y a pas de société locale clairement identifiable dont on pourrait rendre compte par une métaphore corporative, groupe, corps, totalité,
Mais je ne crois pas non plus que les métaphores ensemblistes suffisent, comme collectif, rassemblement, etc., suffisent à en rendre compte, bien qu'elles en rendent compte en partie. Puisque justement, ce type de démarche aboutit à mettre un petit peu de côté l'importance d'institutions purement objectivantes, comme le truchement des griots. Et j'aurais tendance à dire, dans ce laboratoire sociologique limite qu'est la ville, la fiction analytique corporative du groupe social, ou celle plus souple, mais qui, de mon point de vue, reste encore un peu hantée par une forme de substantialisme du collectif, ne s'avère pas nécessaire pour définir l'unité du groupe. La seule chose qui existe n'est pas un groupe, mais un principe d'unité, et ce principe d'unité, il nous est donné par la distinction statutaire et la présence des griots. Et donc j'ai essayé là, en partant d'une question extrêmement contemporaine et moderne, le rôle de l'argent à Dakar, de faire une espèce de parcours pour donner une perspective un petit peu sur comment est-ce qu'on peut faire de l'anthropologie dans un contexte comme Dakar. Voilà, je vous remercie. Bien, on va faire comme si j'étais le griot de Philippe Descola parlant au griot d'Ismaël Moya pour souligner l'aspect extrêmement original de ce cas ethnographique, puisque, à la différence du cas des TIF du Nigeria que j'évoquais en préambule et qu'Ismaël Moya a aussi mentionné, dans lequel on constate un échec de la séparation des circulations séparées de richesses, là, l'argent est bien un équivalent général, et donc, à première approximation, on pourrait considérer que le capitalisme marchand a triomphé, et en réalité, ce n'est pas le cas, puisque cet équivalent général sert en fait à alimenter des prestations cérémonielles qui sont la conversion en argent de relations sociales, et de relations sociales qui sont ensuite réactualisées dans des prestations dans lesquelles l'argent est à la fois un but et un moyen. Et c'est un cas donc qui est extrêmement original, puisque dans beaucoup d'autres exemples très connus, comme le potlatch, où les participants ont le sentiment qu'ils ne font pas du gâchis, à la différence de ce qu'on les accuse de faire, puisque, comme vous savez, le potlatch a été condamné par les autorités canadiennes et les biens qui étaient échangés dans les potlatchs confisqués pendant longtemps. Moi, je me souviens d'un exemple de prestations cérémonielles de ce type-là dans les Andes. J'avais une conversation avec un technicien, un zootechnicien norvégien d'une entreprise, d'une association non gouvernementale qui s'efforçait de transformer des femmes dans des communautés autochtones des Andes en bonnes éleveuses de cochons d'Inde. Les cochons d'Inde vivent dans les maisons un peu partout en liberté. Et il s'agissait donc de rationaliser l'élevage du cochon d'Inde de façon à ce que ces femmes puissent les vendre sur le marché et obtenir donc un revenu monétaire par ce moyen. Et ce monsieur était absolument effondré parce qu'il avait, dans un village, trouvé une femme qui vraiment faisait ça très sérieusement et qui avait un élevage de cochons d'Inde qu'elle s'apprêtait à vendre au marché. Et puis elle a marié sa fille et la totalité des cochons d'Inde a disparu dans le mariage. Et donc, effectivement, dans la plupart de ces cas qui sont bien connus en anthropologie, il n'y a pas le sentiment qu'on est, au fond, condamné à aller à l'encontre à la fois de la morale de l'islam et au fond, des intérêts individuels liés à l'objectif du développement lorsque l'on fait des prestations cérémonielles. Et pourtant, dans ce cas, malgré toutes ces conditions et malgré cette conscience d'avoir
d'être dans un état d'exubérance financière, comme je reprends cette belle expression, les gens continuent à le faire. Alors, je continue à me poser la question de savoir pourquoi, au fond, quand même. Parce que j'ai bien compris l'opération qui consiste à dire, bon, ça se passe à l'intérieur d'un système général dans lequel il y a des valeurs qui ne sont pas explicites ou qui sont, je ne sais plus quelle est la formule que tu as employée, la valeur inavouée, je crois, et qui est le produit d'un dispositif à l'intérieur duquel il y a des médiations comme les griots, comme les castes, etc. Mais donc je comprends bien le système général de valeurs qui anime le fonctionnement de ces prestations cérémonielles, mais je ne comprends pas comment, au fond, ou pourquoi. Alors c'est d'abord la question, est-ce qu'il y a des gens qui échappent à ce système? C'est-à-dire, au fond, est-ce que l'ensemble des Dakarois est soumis à cette espèce de compulsion générale de faire circuler de l'argent dans les prestations cérémoniales de façon à capitaliser des relations, si je puis dire, ou en tout cas à transformer des relations en argent et de l'argent en relations. Je réponds tout de suite? Oui, par exemple. D'accord. C'est le griot qui répond. Alors, merci pour la question. Alors, la question pourquoi elles font des cérémonies Elles continuent à les faire. Pourquoi elles continuent? En dépit de la conscience de ce que ces cérémonies, en fait, les privent d'une possibilité de développement économique, puisque tu as bien dit qu'il y avait une différenciation entre l'économie et les prestations financières et la circulation de l'argent. Alors, j'aurais tendance à avoir une réponse en trois parties. La première, c'est je ne sais pas. Et j'ai appris en anthropologie qu'on ne dit pas pourquoi, on dit comment. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, la question m'a jamais lâché. C'est comme ça, d'ailleurs, que je suis devenu anthropologue. Elle m'a jamais lâché. Alors, en essayant d'expliquer pourquoi, j'ai passé mon temps à déplacer la question. Et au fond, en faisant reculer l'horizon du fonctionnalisme, progressivement, on découvre des pans de la vie sociale et des éléments comparatifs, etc. Mais on reste quand même hanté par la question de mais si les gens condamnent quelque chose, pourquoi ils le font? Et si c'était uniquement une contradiction entre discours et pratique, la réponse serait extrêmement simple. C'est du cynisme, etc. Ce qui se passe, c'est que justement, on ne peut pas échapper à ce système. Il est général et moi-même, je l'avais sous-estimé. C'est-à-dire que j'avais fait des petites enquêtes, ménages, etc. à Dakar. J'avais estimé à 1/3 des transferts familiaux l'argent dépensé dans les cérémonies. Et alors, il y a eu en 2016 un mémoire de maîtrise fait sur les choix éducatifs où ils ont repris des données économiques et il s'avère que dans le premier quintile, donc les 20% les plus pauvres, 50% des transferts à l'intérieur des transferts familiaux sont d'une manière ou d'une autre liés aux dépenses cérémoniales. Donc c'est une somme considérable d'argent. Et d'ailleurs, plus les ménages sont riches, plus cette part diminue. Comme s'il y avait une espèce de masse incompressible absolue de dépenses. Et alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première, c'est que la vie sociale est structurée autour de ces événements. En moyenne, les femmes vont quasiment tous les week-ends à des cérémonies familiales. Donc l'ensemble de la vie sociale est prise par ce mouvement. Par ailleurs, on s'y amuse beaucoup. Par ailleurs, c'est ainsi aussi que les relations, toutes les relations de parenté, donc les relations dans lesquelles les gens vivent au quotidien, prennent de la valeur. Elles sont en tout cas construites comme ayant de la valeur. Et donc, moi, je me suis appuyé sur ces constats qui sont des constats par certains aspects très objectivants, pour me dire, justement, il y a ce qui est en jeu là-dedans, ce qui est en jeu dans ces pratiques est évident pour tout le monde, on n'en parle pas, mais c'est juste au cœur de au fond, c'est un des, comme dirait Mauss, le roc, un des rocs de la socialité locale, c'est-à-dire le fait que, c'est ce que m'avait dit d'ailleurs une femme salafiste, on peut tout transformer, mais un mariage sans échange, c'est pas un mariage.
Et donc, au cœur de la vie sociale, il y a ce système de pratique qui, en fait, a explosé en ville. C'est-à-dire qu'en milieu rural, il était présent. Si on prend les anciennes ethnographies, on le lit entre les lignes. On lit qu'il y a des échanges, etc. Mais il était beaucoup moins important. Mais la ville, en permettant aux femmes d'accéder à plus de revenus, en leur mettant entre les mains la gestion domestique, donc des liquidités, et ensuite en développant le nombre de relations et en développant le nombre de relations et le nombre d'occasions, a fait exploser ces réseaux financiers féminins et a donné à ce phénomène une visibilité beaucoup plus forte, qui surprend un peu tout le monde et qui se poursuit. C'est-à-dire que même les gens qui sont en France avec des revenus qui correspondent au niveau de vie français, dans les cérémonies qui sont organisées à Paris, les échanges sont au niveau des revenus français. Donc il y a vraiment une espèce de proportionnalité de la dépense. Et c'est un système qui est général, c'est-à-dire que la seule manière d'y échapper, c'est de se marier avec un étranger. Donc c'est un trait, je pense, structurant de la vie sociale. C'est pour ça que j'ai insisté au début sur la situation urbaine. C'est un trait structurant de la vie sociale que la focalisation sur les lignages et la politique et la morphologie sociale, donc les castes, etc., a complètement éclipsé. Et d'ailleurs, il s'avère que la ville montre aussi qu'il ne s'agit pas uniquement d'honorer des relations de parenté qui existeraient, etc. C'est encore plus surprenant, puisque au moment d'un mariage, on attribue les positions de parenté à des gens, indépendamment de leur position généalogique. Donc toi, tu vas être le mari féminin, toi, tu vas être la mère, etc. Et ensuite, ces gens-là vont faire des échanges et vont être au cœur des échanges. Donc on a vraiment besoin, il y a une nécessité de mettre en place cette configuration relationnelle minimale, parce que ça concerne quand même très peu de monde, tout ça. Ça mobilise beaucoup de gens, mais ça concerne un petit noyau de parenté, une espèce d'atome minimal de parenté, mais qui, lui, est irréductible. Et qui, comme un petit atome chargé d'énergie, qui, par son irréductibilité, a tendance à polariser tout jusqu'au système financier. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas le genre de question auquel on peut répondre sous cette forme-là. Il est difficile de ne pas la poser néanmoins. La seule façon d'y répondre, au fond, c'est de voir ce qui se passe dans des cas où précisément des gens ne respectent pas ou ne sont plus animés par cette compulsion, sortent. Alors, tu parlais du mariage avec des étrangers, mais est-ce qu'il y a des groupes qui se sont constitués? Est-ce que, par exemple, les gens qui se passent de la médiation des griots, à savoir la classe politique, sortent de ce système ou pas, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des gens qui d'une certaine façon, s'excluent, au fond, de ces formes de sociabilité qui sont à l'évidence absolument constitutives de l'identité dakaroise? Alors ça, j'ai une réponse. La classe politique s'extrait de cet aspect-là de la vie sociale uniquement pour les actes politiques en lien avec l'État, c'est-à-dire ceux qui sont, en dernier ressort, relèvent de la souveraineté nationale ou politique. Pour le reste, le président de la République fait un discours, mais dans un meeting électoral, il va faire un discours, d'ailleurs extrêmement formel, empesé, etc. Et ensuite, un griot, bien sûr, va chanter ses louanges, etc. Mais ce qui va passer au journal télévisé, etc., ce sera le discours de l'homme politique. De même, à l'Assemblée nationale, les gens font leur discours eux-mêmes. Donc la politique est à part, mais vraiment à part, donc il y a une espèce d'autonomie complète du champ politique de ce point de vue-là. En revanche, les salafistes, les musulmans fondamentalistes, sont ceux qui combattent, il ne faut jamais oublier, le salafisme en Afrique de l'Ouest, d'ailleurs quasiment dans toute l'Afrique. Le salafisme a deux grands ennemis, le soufisme et les dépenses familiales excessives. Et c'est systématique. Et d'ailleurs, comme en plus ce sont de grands individualistes, puisque seul l'individu est l'esclave de Dieu, ne peut pas y avoir, on est toujours responsable uniquement de ses actions, ils refusent le truchement des griots. Alors, les salafistes arrivent pour eux-mêmes à se débarrasser du truchement des griots, mais continuent à faire parce qu'ils ont développé toute une théorie de la relationnalité, comme quoi le prophète honorait ses parents, donc il faut honorer les relations. Donc au nom d'une théorie de la relationnalité, ils vont avec des sommes qui sont beaucoup plus modestes, mais malgré tout, ils vont faire des échanges, alors sans la médiation des griots, ce qui donne une impression absolument étrange de gens qui se donnent des sommes d'argent et des tissus très rapidement à un moment donné. Mais par ailleurs, comme il y a une distinction entre la personne et l'acte via les griots, ça n'empêche pas leurs parents
d'organiser des événements et parfois en leur nom d'effectuer des prestations cérémonielles. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 salafistes qui se marient et qui font leur mariage à eux dans leur coin, et leur mère, donc aux 2, qui vont faire un grand événement avec des tam-tams, des danses, des choses comme ça, beaucoup d'argent, complètement indépendamment. Et justement, parce qu'il y a cette possibilité de décollement, c'est une société qui est très difficile à arrêter. Par exemple, des gens qui sont migrants et qui se marient ici apprennent un jour que leurs parents, leur mère, ont organisé des grandes cérémonies à Dakar. Ils n'en avaient pas la moindre idée. Donc on a vraiment il est possible de s'en échapper par une forme de retrait du monde d'une manière ou d'une autre. Mais même un salafiste qui va utiliser toute la force normative de l'islam pour s'extraire de ça n'arrive pas à... Enfin, il refuse... Et pour moi, c'est un bon indicateur aussi. Ils refusent complètement de se débarrasser de l'aspect d'échange. Ce qui leur pose problème, c'est l'ostentation et l'intempérance. Les échanges en tant que tels, donc la nécessité d'honorer par des prestations des relations, ça reste au cœur de leur vie sociale. C'est ça que tu appelles la théorie de la relationnalité chez les salafistes. Alors eux, ils ont développé j'ai appris avec eux un terme qui s'appelle digente en wolof, qui veut dire honorer ses relations. Et on n'emploie jamais un terme aussi englobant en wolof. Et eux, en raison de leur position complètement en retrait du social, ont une espèce de vision complètement englobante et qui ressemble un peu à celle des anthropologues quand ils vont parler des relations. Et ils emploient un terme qui est extrêmement proche de celui qu'on emploierait en anthropologie et que les gens, d'ailleurs, n'utilisent jamais en wolof au quotidien. Parce qu'il n'y a jamais le besoin de désigner l'ensemble des relations sociales comme un tout. Alors que les salafistes, quand ils parlent de leur propre pratique, ils disent « Ah oui, ça, il faut le faire parce que c'est pas de la soumission à Dieu, c'est du relationnalisme. » Donc ils ont vraiment cette espèce de dichotomie. Oui, donc ça, c'est un terme local. J'ai d'autres questions, mais je ne veux pas mobiliser la parole.